deux ennemis ont décidé de former une alliance. Ils veulent combiner leurs deux styles de karaté pour nous battre. Encore! Allez! Il n'existe qu'une seule voie. Et la seule autre personne qui sait enseigner la technique Cobra Kai, c'est toi. Bonjour à tous et bonne année, bien sûr. Donc voilà, c'est Mathieu avec le débouché, excusez-moi. Maintenant que Simon nous a mis à dos les 2/3 de nos lecteurs et les gens qui nous regardent en défendant Jupiter Ascending, on a décidé de bien mieux commencer 2022 avec une série que tout le monde adore. J'ai bien sûr nommé Cobra Kai. Pourquoi cette vidéo? Il ne vous aura pas échappé que la saison 4 vient de débarquer sur Netflix il y a quelques jours. Elle est arrivée officiellement le 31 décembre. Je vais donc pas me lancer dans une critique de la saison, j'en ai fait une sur le site. Donc si notre avis vous intéresse, vous pouvez aller le voir. En format vidéo, je trouve ça moins intéressant. Je vais plutôt essayer de répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Globalement, pourquoi ça marche? Et pourquoi cette question? Eh ben parce que je trouve que ça dit pas mal de trucs sur comment la pop culture actuelle s'accommode de son passé et donc de la nostalgie, parce que c'est bien de ça dont il est question. Qu'est-ce que c'est Cobra Kai donc? C'est une série qui compte 4 saisons maintenant et qui, c'est le plus important, fait office de suite au premier Karate Kid. Au premier film d'abord, et puis au fur et à mesure que les saisons se sont passées, ça a fait référence à toute la trilogie. Alors je pense pas qu'ils aient encore pioché dans Miss Karate Kid, enfin tu vois, je connais pas les films par cœur donc je peux pas vraiment le dire, même si ce serait rigolo de voir Hilary Swank, et qu'ils risquent de s'y résoudre à un moment quand ils auront pompé tous les figurants des premiers films pour les mettre en cliffhanger. Donc voilà, c'est un genre de revival d'une véritable Madeleine de Proust. Karate Kid 1984, le coup de pied final, Monsieur Miyagi, grosse dose de nostalgie, c'est très feel good. Donc voilà, en soi c'est pas étonnant que ça revienne sur le devant de la scène. Toutes les Madeleines de Proust y passent, encore dernièrement avec Gossip Girl, compagnie. Mais pourquoi dans ce cas-là c'est intéressant? Et ben en fait à la base c'était produit non pas par Netflix mais par YouTube Red. YouTube Red c'est l'ancêtre de YouTube Premium. À la base c'était une fonctionnalité payante liée à la musique sur YouTube qui s'appelait Music Key. Puis fin 2015, avec la montée un peu exponentielle de la SVOD, c'est devenu YouTube Red, avec donc un genre de service de vidéo à la demande. Alors aujourd'hui, ça prête à sourire parce que personne ne s'abonne à YouTube pour voir des séries ou des films, mais à l'époque, il y avait quand même quelques trucs sympas. D'ailleurs, leur première acquisition exclusive de long métrage, c'était Bodied de Joseph Kahn, un film absolument excellent qui est du coup passé carrément inaperçu. Donc Cobra Kai est clairement le truc qu'ils ont produit qui est plus passé à la postérité, je pense, enfin produit, diffusé. Quand la série était annoncée en 2017, elle a d'ailleurs été proposée à Netflix, mais c'est bien YouTube Red qui a vu une opportunité, et c'était pas bête du tout parce que l'avantage d'être sur une plateforme qui propose 99% de contenu gratuit, c'est que tu peux mettre le premier épisode gratuit. Sur Cobra Kai, ça a été très efficace. Le truc carbure à la nostalgie pure. Donc voilà, tu vois le premier épisode, tu vois Daniel et Johnny ressuscités devant tes yeux, tu vas voir la suite. Selon Decider, ce premier épisode a fait 5,4 millions de vues en 24 heures. Et au moment où j'écris ce texte-là qui défile, il cumule 130 millions de vues. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'avais regardé à l'époque de la saison 3 pour un article, et il n'était pas encore aux 100 millions. Preuve que cette stratégie continue de porter ses fruits. Il y a donc certes un peu un effet de Netflix derrière le succès de Cobra Kai, il faut le dire, mais rendons à YouTube Red ce qui appartient à YouTube Red. Donc voilà, bien sûr, quand la série est arrivée sur Netflix, à partir de la saison 3, ça a été un carnage très révélateur de la suprématie de la plateforme. En fait, on s'est rendu compte, et là je préviens, on quitte le factuel pour rentrer dans l'interprétation, on s'est rendu compte que Netflix a tellement de pouvoir sur les habitudes de ses abonnés, ce qu'eux appelleraient des habitudes de consommation, qu'elle prend un peu la nostalgie à l'envers, c'est-à-dire qu'elle crée elle-même la nostalgie. Je pense que l'exemple le plus célèbre, c'est probablement Stranger Things, série extrêmement populaire chez une frange qui est très jeune de la population, une frange qui n'a pas connu finalement les années 80 et qui fantasme d'être nostalgique d'une époque qu'elle n'a pas connue. Alors, bon, c'est un pouvoir qui a tendance à faire un peu grincer des dents, mais qui, par exemple, a dû faire découvrir Dark Crystal à toute une génération, et c'est aussi un peu ce même pouvoir qui crée des nouvelles audiences à certaines œuvres. Je pense par exemple aux animés japonais des années 90, qui ont particulièrement bien marché ces derniers mois sur la plateforme. Bref, Cobra Kai est un peu dans ce sillage, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'aimer ou même d'avoir vu Karate Kid, quand bien même la série fait lourdement référence à ces films. Pas besoin d'apprécier, de l'avoir vu, on va apprendre à le regretter tous ensemble, en gros, c'est ça. Puis bon, voilà, à part ça, c'est l'évidence, la plateforme sait marketer au sein même de son interface ce qu'elle veut mettre en avant. Il suffit de voir les cartons récents de leurs grosses productions, genre Red Notice, etc., qui finalement n'ont pas une couverture médiatique hors Netflix si exponentielle, mais en fait, rien que le fait de l'étaler sur la homepage, sur la
page principale de la plateforme, en soi c'est déjà un énorme levier marketing. C'est-à-dire qu'elle sait vraiment fédérer autour de ses productions. Et puis bon, au-delà de ça, bien sûr, beaucoup de quarantenaires qui ont grandi avec Karate Kid étaient déjà abonnés. Il faut aussi se dire que pour Netflix, c'est probablement un très bon coup. Le rapport popularité-prix est probablement très avantageux. Le format est court, les décors sont pas extravagants, loin de là. On devine que c'est souvent tourné en studio. Et le casting est quand même composé soit d'ados plus ou moins inconnus, soit d'anciennes gloires qui n'ont jamais fait de comeback fracassant. Bref, c'est assez modeste et c'est peut-être aussi assez économique. Donc voilà, ça c'était les raisons, on pense, factuelles de son succès. Mais le plus intéressant, c'est que Cobra Kai a une approche de la nostalgie qui est bien à lui. Et ça tranche carrément avec une pop culture qui est entièrement tournée vers le passé. Sous nos articles sur la série, les gens nous confessent souvent qu'ils trouvent la série addictive, c'est le mot qu'ils emploient, et c'est probablement dû à son format. 10 fois 30 minutes, c'est court, c'est nerveux, et ça pète pas plus haut que son cul. C'est dû aussi à un sens du cliffhanger qui est assez efficace, on va pas se mentir, mais je pense personnellement que c'est aussi dû à un petit vent de fraîcheur qui est amené par la série. Alors c'est peut-être un peu paradoxal, hein, parce qu'on est vraiment dans le gros trip nostalgique, un trip qui s'assume avec carrément des extraits de Karate Kid dans le montage et des effets de mise en scène qui sont très années 90, donc qui sont assez marrants, hein, notamment dans le climax des saisons, avec des ralentis et des genres de triple plans là. Mais le fait est que dans la culture populaire en ce moment, c'est un peu la mode des catalogues. Alors je vais prendre un exemple qui est pas trop apprécié et qui est pas trop récent, pour épargner le modérateur des commentaires de cette vidéo. Je sais pas si vous avez regardé Space Jam Nouvelle Ère. Et ben voilà, c'est un catalogue. La rhétorique des exécutifs derrière ce truc et derrière ce genre de truc, c'est les gens veulent voir des images qu'ils connaissent, hein, c'est normal, on va donc toutes les mettre en vrac. Et dans Cobra Kai, eh ben c'est pas en vrac. En inversant les rôles dès le départ, parce que Johnny Lawrence, qui était donc le bully, hein, le gosse méchant, enfin dire l'adversaire du personnage principal dans le film Karate Kid, donc en inversant les rôles, en faisant de lui le personnage principal, et surtout en faisant de LaRusso un gros connard, hein, il faut le dire. La série revisite non seulement les thèmes de Karate Kid, mais elle s'adapte à 2021, enfin 2022, plutôt que de se perdre dans une sorte de contemplation béate des sacro-saintes années 80, c'est-à-dire qu'au lieu de répliquer les codes du teen movie de l'époque, elle te montre deux Gugus façonnés par ces codes, elle te les montre se démerder avec une nouvelle jeunesse qui elle-même a ses propres codes qui sont extrêmement différents. Bon, de façon très simple, c'est le choc des générations, et même si c'est parfois maladroit, et bah mine de rien, c'est utiliser le sentiment de nostalgie, qui est un sentiment très puissant, hein, mine de rien, pour raconter quelque chose. Alors ici, je vais pas rentrer dans le détail, mais Cobra Kai, ça raconte l'ambiance compétitive qu'il y a entre les ados, l'ambiance compétitive qu'il y avait dans les lycées, les collèges des années 80, et dans les collèges et les lycées des années 2020. Et donc, comment appliquer les idéaux de la première époque? Et bah, c'est pas forcément compatible avec la seconde. Ça parle tout simplement de transmission, avec des personnages principaux qui certes sont méga tête à claque, mais qui s'efforcent d'être des mentors, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser, parce que dans un article du Hollywood Reporter qui plongeait il y a quelques années dans cette renaissance de l'univers de Karate Kid, l'un des showrunners de la série, qui s'appelle Josh Held, racontait comment il a recruté le casting, et il explique que Ralph Macchio, qui joue donc LaRusso, il jetait à l'époque à peu près tout ce qu'il y avait de rapport de près ou de loin avec Karate Kid. Il voulait plus du tout participer à cet univers qui a marqué sa jeunesse et notre jeunesse, enfin notre jeunesse et la jeunesse des gens qui regardent Cobra Kai. Mais le fait de participer à une histoire qui est très différente et qui fait donc pas seulement caresser les gosses qui ont grandi devant Karate Kid dans le sens du poil, c'est ça qui l'a convaincu. Un autre exemple de la manière dont ils font le pont entre ces deux générations, c'est à travers les personnages de Johnny Lawrence et de John Kreese, donc le premier étant le personnage principal, et John Kreese étant son mentor dans le film Karate Kid, qui devient une sorte de méchant un peu sadique avec les gosses et qui leur enseigne d'être toujours plus violent. Donc voilà, ces deux personnages, ils bossent ensemble dans la série, puis ils se séparent parce qu'ils symbolisent en fait chacun un héritage de la pop culture très bourrin de ces années 80. D'ailleurs, les deux dernières saisons ont chacune en leur sein un film de cette époque qui est régulièrement cité. Dans la saison 3, on voit souvent des morceaux de... Enfin, ils parlent souvent de Rocky 3, et dans la saison 4, on voit des morceaux de Bloodsport. Encore une fois, on n'est pas dans la simple citation pour faire « Eh, t'as vu, nous aussi on connaît ». C'est justement pour renvoyer à des sortes de totems culturels dont ces deux personnages sont des héritiers. Johnny Lawrence, il a retenu de ces films-là une sorte de virilité artificielle qui est finalement assez très inoffensive, voire même assez vertueuse, alors que John Kreese, de son côté, c'est vraiment le prototype du produit reaganien de cette époque, qui voit la vie comme une sorte de terrible compétition à gagner tout le temps, et qui sait d'ailleurs adapter son discours à des discours qui sont beaucoup plus actuels, beaucoup plus dans le même style, parce que dans la saison 2 ou 3, je sais plus, il sort des phrases du genre « bande de snowflakes », donc
littéralement des flocons de neige, qui est une référence à une sorte d'expression qu'a eu une certaine partie de la classe, au-delà de la classe politique, des gens sur internet, pour parler de personnes qui considéraient comme fragiles, pas adaptées aux réalités dures de ce monde. Donc encore une fois, il y a un discours très intéressant sur l'héritage de la pop culture qui, à notre époque, qui a produit donc deux types de nostalgie. Et vraiment, c'est pas un propos vide, c'est-à-dire que du côté de Chris, il y a vraiment une dimension politique de ces idées qui est réaffirmée par voilà, les flashbacks dans la guerre du Vietnam, qui sont censés avoir construit le personnage. Et du côté de Lawrence, c'est fait avec une certaine bienveillance en fait. Le côté bourrin, badass comme il dit lui-même, ce côté-là qui est un peu gauche, hein, c'est finalement vu comme une manière, comme une autre de communiquer avec les générations d'après, et le fait que ça marche. Et je pense que c'est aussi ça qui marche et qui donne envie de binge-watcher dans Cobra Kai, c'est que c'est pas juste une question de réunir tout le monde pour se rappeler notre enfance, comme voilà dans les réunions de Warner qu'il y a eu récemment avec Friends et Harry Potter, où tout le monde se voit en faisant « Ah là là, c'était vachement bien, tu te rappelles ?» Là, vraiment, l'idée, c'est de rendre hommage à la personne que toi t'es devenu en regardant Karate Kid, ou même les divertissements du style des années 80, voire même de te dire, bah, il y avait du bien dans la culture populaire de l'époque, et certaines personnes en sont la preuve. Alors bon voilà, après je parle pas du reste de la série, encore une fois, n'hésitez pas à lire notre critique, parce que voilà, la série elle a des défauts, elle a des qualités, elle a des idées bien à elle, on va dire, qu'on aime ou pas, mais le fait est qu'on nous reproche souvent à nous, à la critique, ou même aux gens en général, de fustiger le business de la nostalgie juste pour le principe, comme si on détestait la nostalgie dans l'idée. Alors qu'en fait, ici on n'a rien contre, c'est juste un outil de narration et d'émotion comme un autre en fait, et le carton de Cobra Kai nous prouve qu'on peut vraiment l'utiliser à bon escient et avec succès. Et moi je suis certain que c'est lié, parce qu'en vrai on dit toujours face au truc populaire un peu facile, oui mais il faut poser son cerveau, mais en vrai les bons divertissements c'est toujours ceux qui sont assez intelligents pour qu'on n'ait pas à l'être. Donc voilà, cette vidéo sur Cobra Kai est terminée, c'est un petit point de vue sur la saga qui je trouve est assez intéressante dans le paysage culturel actuel, surtout sur Netflix et surtout alors qu'elle est très regardée. Point important, comme vous le savez, nous, Écran Large, toute l'équipe, la rédaction, la personne derrière sa caméra, on a besoin de votre soutien pour vivre en fait. Alors évidemment, Écran Large, ça reste un site gratuit, c'est une chaîne YouTube gratuite, mais si vous voulez vous aider et si vous en avez les moyens, on a un abonnement qu'on propose sur le site qui, en plus de nous aider, donne le droit à quelques dossiers privilégiés sur des films qu'on aime particulièrement et des dossiers beaucoup plus fouillés à leur propos. Personnellement, en ce moment, je fais un cycle Takashi Miike avec Fullmetal Yakuza, Audition qui arrive là aujourd'hui, et plus tard Dead or Alive bien sûr. Simon s'attaque à l'excellent Cabal. Bref, le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Merci d'avance ou pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!